Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver dans votre podcast Belle, toujours avec de belles émissions. Aujourd'hui, on se branche à la place du souvenir. Émission, peut-être que vous allez vous souvenir de Rokhaya Diallo. Elle est déjà là, elle est présente pour jotaifeministe.sn, un rendez-vous un peu qui fait rêver, partager et agir. Aujourd'hui, on a le plaisir de l'accueillir dans cette émission. Rokhaya Diallo, bonsoir et bienvenue dans Belle Podcast. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Très heureuse d'être ici aussi. Ça vous dit quoi d'être ici au Sénégal? Ça veut dire plein de choses, hein. Moi, je suis née en France, mais c'est le pays de mes parents. Donc, ça veut dire être chez moi d'une certaine manière, particulièrement dans un contexte féministe. Le féminisme, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'anime. Donc, pour moi, c'est une forme de retour aux sources et de connexion avec mes sœurs voilà, qui sont situées ici, qui se battent ici. Vous êtes dans un contexte, dans un festival qui s'appelle féminisme.sn. Ça fait quoi de participer à ces mouvements-là, à ces festivals-là? Moi, je suis très heureuse et très honorée d'être ici. J'étais vraiment ravie d'être invitée par le collectif Jama qui organise Jotaiji avec d'autres collectifs. Donc, c'est un festival qui est transversal, qui vraiment associe de nombreux collectifs féministes. Donc, pour moi, c'est important parce que, évidemment, je suis au cœur des questions qui animent les femmes au Sénégal, des urgences à régler, des questions auxquelles il faut répondre, des défis auxquels elles font face de manière quotidienne. Donc, c'est une forme d'immersion dans un quotidien qui n'est pas forcément le mien. Donc moi, je suis très curieuse. Je pense que je suis là pour apprendre aussi. Donc, j'ai vraiment hâte d'interagir et d'apprendre. Est-ce qu'il y a un féminisme.sn? Est-ce qu'il y a un féminisme sénégalais? Bien sûr qu'il y a un féminisme sénégalais qui existe depuis longtemps. Il ne date pas de 2025. Enfin, moi, quand j'étais ado, j'ai lu évidemment Mariam Abba, Une si longue lettre. C'est un classique ici. C'est un livre que j'ai lu et relu à divers moments de ma vie. Bien sûr qu'il y a un féminisme sénégalais. Et même avant elle, les femmes sénégalaises sont toujours mobilisées pour leurs droits, pour le respect et pour leur position dans la société, pour que leur position, en tout cas, soit une position digne de qui elles sont en tant qu'êtres humains. Donc, bien sûr qu'il y a un féminisme sénégalais qui, évidemment, se déploie selon ses propres termes, qui n'a pas besoin de tutelle, et c'est très heureux. Qu'est-ce qui le différencie un peu d'un féminisme occidental? Déjà, enfin, les dynamiques sont différentes. Par exemple, pour moi qui suis... moi, je suis née en France, de parents qui venaient de la Gambie, du Sénégal, donc je suis une personne noire en France. Donc le féminisme que je vais mobiliser en France, c'est un féminisme qui va aussi tenir compte de ma position en tant que femme noire. Donc c'est vrai que les problématiques, elles mélangent la question du racisme, la question du sexisme, évidemment. Euh, et puis l'histoire du féminisme français, c'est une histoire singulière avec beaucoup d'activités dans les années 70, mais aussi des choses qui sont passées autour de la Révolution française. Donc au Sénégal, le féminisme a une histoire locale. Évidemment, l'histoire des femmes sénégalaises a été percutée par l'invasion coloniale de la France. Donc, nécessairement, il y a des choses qui ont été aussi transformées par cette interaction violente. Mais le féminisme sénégalais, il a ses propres termes. Je sais qu'aujourd'hui, les questions qui sont urgentes, c'est les questions de féminicide. Je sais que les chiffres qui rapportent des féminicides ont augmenté. Et les féminicides, c'est une question qui concerne toutes les femmes. Donc, tu me demandais à l'instant si on avait des points communs entre la France et le Sénégal. Cette question-là, des violences contre les femmes, et en particulier des féminicides, c'est une question évidemment qui concerne aussi bien les femmes en France qu'au Sénégal, que partout dans le monde. Et ça, c'est un sujet d'urgence. Voilà. Et après, au Sénégal, il y a la question aussi de la représentation en politique. Je sais que c'est une question qui est très débattue, parce qu'il y a vraiment une régression dans la manière dont les femmes sont représentées dans la sphère publique, et dans la sphère politique en particulier. Et donc ça, c'est un sujet aussi qui est urgent, qui est important, mais qui est un sujet qu'on peut aussi avoir en France, quoi. Parlons des féminicides. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré la criminalisation du viol, ces féminicides-là augmentent. Pourquoi? Alors, je n'arrive pas à savoir si les féminicides augmentent statistiquement ou si ils sont davantage documentés. Peut-être que le fait d'avoir aujourd'hui un mot pour qualifier les féminicides fait qu'on les identifie davantage et que maintenant on les rapporte comme tels. Parce que le féminicide, évidemment, c'est un crime qui est effectué contre une femme du fait de son genre.
C'est quelque chose qui a toujours existé. Simplement, il n'y avait pas ce mot français de féminicide. En tout cas, il n'était pas aussi répandu. Il s'est vraiment affirmé, il s'est vraiment imposé durant la dernière décennie. C'est-à-dire qu'avant, on ne parlait pas de féminicide. Donc le fait de dire ça maintenant fait que les meurtres de femmes, en raison de leur genre, sont aussi identifiés comme cela. Ce que ça dit, en tout cas, que ça augmente réellement, ou que ce soit une augmentation du fait des déclarations, ça dit que c'est un phénomène qui reste endémique et contre lequel il faut lutter. Et pour moi, c'est grave, parce que ça dit aussi... Comment lutter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut permettre aux femmes de porter plainte, parce qu'en fait, généralement, le féminicide, c'est la fin d'un processus. La violence, elle ne survient pas du jour au lendemain. Généralement, la violence, elle est verbale, elle est physique, et souvent, les femmes qui sont victimes de féminicide ont observé une escalade de la violence de la part, puisque la plupart des féminicides sont le fait de leur conjoint. Et donc, il y a des signaux. Donc, il faut permettre, en fait, aux femmes que leurs paroles soient accueillies. Et en fait, quand on identifie des signaux, les protéger. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive. On a un cas qui s'est produit malheureusement il y a quelques semaines en France, où une femme s'est rendue 5 fois à la gendarmerie pour signaler la violence de son compagnon, pour indiquer qu'elle avait peur. Et en fait, les gendarmes n'ont rien fait et il l'a tuée à coups de couteau, si je ne m'abuse. Ça veut dire que, en fait, il faut les entendre, les femmes, quand elles ont peur, quand elles sont potentiellement victimes de violences. On les voit banalisées jusqu'à maintenant. Elles ne sont pas entendues et on ne prend pas au sérieux les inquiétudes qu'elles peuvent exprimer. Par ailleurs, il y a aussi la question de l'entourage. Je pense que c'est important aussi qu'on soit tous et toutes formés pour identifier les signes de la violence. Parce qu'en fait, il y a, comme je le disais, il y a un continuum. Et nous, on peut aussi observer les femmes de notre entourage, la manière dont elles sont traitées par leur conjoint, leur mari, et voir en fait s'il y a des signaux qui peuvent nous inciter à peut-être leur demander si ça va, peut-être les accompagner, peut-être les aider, peut-être les protéger, peut-être signaler. Mais ça, c'est quelque chose qui manque partout. C'est souvent, en fait, malheureusement, on découvre les choses à leur aboutissement tragique, à savoir quand la femme est tuée. C'est-à-dire, on ne sait pas lire les gestes. On n'est pas proche d'elles, on n'est pas proche des victimes. Souvent, les Parce victimes que ne tu sont pas parles sur la entendues. bouche. C'est ça, c'est que les victimes ne sont pas entendues, puis il y a des formes de violence qui sont banalisées. C'est-à-dire qu'avant les féminicides, il y a quand même des coups, il y a la violence verbale, il y a les agressions sexuelles, et ça, souvent, en fait, on n'en dit rien. On les laisse se répandre comme si c'était quelque chose de secondaire. Par exemple, la violence physique, c'est un prélude souvent à la violence fatale. Donc, le fait de ne pas accepter les violences physiques, c'est aussi quelque chose d'important. Parlons du féminicide, parlons également de la représentation. Vous venez de le dire, faible représentation. On a voté au Sénégal la loi sur la parité. Dans ce gouvernement, on a 5 ministres. C'est quoi? C'est l'arbre qui cache la forêt ou le désert? C'est vraiment problématique. Je sais que le président a pris les engagements face aux Nations Unies. Sur l'égalité des sexes. Absolument, l'égalité, sur la représentation des femmes. Et il y a 15% de femmes au gouvernement, ce qui est très très peu. Et c'est problématique, parce que vraiment, pour le coup, des femmes qualifiées pour être ministres et pour piloter le destin du Sénégal, il y en a énormément. Donc je pense qu'il faut vraiment passer par des mesures affirmatives et vraiment faire en sorte de s'imposer à chaque gouvernement qu'il y ait un pourcentage de femmes qui correspond au nombre de femmes qui existent dans la société, parce que les femmes ont tout à fait le droit et le devoir de participer à la vie politique. La faute à qui? La faute à un manque de volonté politique. C'est-à-dire que, en fait, si on ne réfléchit Pourquoi pas... elles ne s'engageraient pas? Les femmes sont Présidente oui. de la République, par exemple. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui ont tenté lors de la dernière élection. Ça n'a pas abouti. C'est un exemple patent. Absolument, absolument. Mais c'est pas seulement la volonté des femmes. C'est-à-dire que la volonté politique, c'est l'ensemble de l'échiquier politique. Et je pense que quand on constitue un gouvernement, mais ça vaut pour toutes les sphères, hein, il faut regarder et dire, bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes, et donc il faut s'imposer le fait de se dire, il faut qu'on aille chercher les femmes là où elles sont. Parce qu'il y a énormément de freins aussi pour la représentation des femmes, des freins qui sont aussi liés à l'inégale répartition des tâches domestiques, des freins qui sont aussi intériorisés, parfois parce que les femmes sont sans cesse rabaissées. Elles se sentent aussi peut-être possiblement moins capables, même si ce n'est pas vrai. Donc il faut aussi, dès l'enfance, encourager les jeunes filles, leur montrer leurs valeurs et les encourager à prendre la parole dans la sphère publique et à aussi défendre leurs intérêts. Parce qu'être engagé en politique, ça veut dire aussi défendre les intérêts d'un groupe social, les intérêts d'une région, les intérêts de toutes les personnes, en fait. Et donc, il faut que toutes les personnes qui existent
au Sénégal soit présente dans le gouvernement. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez des combats à mener. On va parler du féminicide. Parlons un peu du racisme. Êtes-vous toujours considérée comme une femme noire en France? Bien sûr, Toujours. évidemment, toujours. En 2025. Toujours en 2025. Je suis née en France, j'ai 47 ans et encore aujourd'hui en 2025, je suis perçue comme une femme noire. Alors ça ne m'est pas dit explicitement, et moi je le ressens dans le Ça se traitement. perçoit comment? Dans le Par le traitement, regard, par le discours, par le geste? par le discours, par la manière dont on peut parler de moi. C'est rarement explicite. Alors, il y a des choses qui sont très très claires. Parfois sur les réseaux, quand je prends la parole, il y a des insultes racistes qui sont vraiment très très claires, mais souvent de personnes anonymes. Dans la sphère publique, ce que je constate, c'est la manière dont on va délégitimer ma parole. Par exemple, je sais pas, j'ai un exemple qui est très très récent. Avant-hier, il y a une femme dans une émission télévisée qui m'a accusée d'avoir tenu des propos que je n'avais jamais tenus. Et donc personne n'a réagi sur le plateau. Moi, j'avais son numéro de téléphone, j'ai envoyé un texto en lui disant, écoutez, ce que vous avez dit est mensonger. Elle m'a dit, ah, je vous ai confondu avec Maboula Soumaoro, qui est une autre femme noire, qui n'avait jamais tenu les propos non plus. Mais ça dit quand même des choses, c'est-à-dire qu'une femme peut se permettre d'aller à la télévision et de parler en direct de moi en m'accusant de tenir des propos que je n'ai jamais tenus. Et quand je la confonds, elle ne présente pas d'excuses, elle me dit « je vous ai confondu avec une autre femme noire ». Ça, pour moi, c'est du racisme, en fait. C'est clairement du racisme parce que je n'ai rien à voir avec cette autre femme. Et le fait qu'elle refuse de présenter des excuses, c'est aussi une manière de me dire en fait, je ne vous dois rien ». Et ça pour moi, c'est vraiment, effectivement, on peut vous traîner dans la boue en public et ne pas faire le minimum, qui est de dire « je suis désolée, j'ai commis une erreur, j'ai une responsabilité publique parce que je prends la parole dans une émission télévisée qui est regardée par des centaines de milliers de personnes, mais je ne le fais pas ». Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul endroit. On m'a confondu avec une autre femme noire à mon propre procès. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui m'avait attaqué en justice. Et lors du procès, en fait, j'ai pris la parole évidemment pour me défendre. Et l'avocat de cet homme-là a cité l'ouvrage d'une autre femme noire en me disant que je l'avais écrit. Donc c'est constant, c'est-à-dire que c'est constant, c'est vraiment... Et voilà, puis après le racisme, il est aussi insidieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément le fait de la volonté des gens, mais je fais partie quand même des rares femmes noires qui prennent la parole, et même des rares femmes non blanches qui prennent la parole de manière régulière dans les médias français. Signe, hein. Ça veut dire que malheureusement, et de manière inconsciente, et peut-être même involontaire, les médias français ne sont pas capables de se représenter tels qu'ils sont. Alors ça bouge, hein, évidemment. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais il n'y a pas de caméléon. Mais en termes de responsabilité, quelqu'un qui a vraiment une personne noire ou non blanche, enfin il y en a quelques-unes aujourd'hui, mais qui a vraiment des responsabilités importantes dans la sphère médiatique, c'est compliqué à trouver, quoi. C'est vraiment très, très compliqué à trouver. Et la fin n'est pas maintenant, ni demain. On a CNews, par exemple, qui la chaîne française la plus suivie. Il y a la droite qui avance, hein, qui pourrait prendre le pouvoir, qui a Bardella, qui pourrait être Premier ministre avec ce blocage. Ça signifierait quoi? Déjà, c'est bien que vous mentionniez CNews. C'est un média qui est clairement piloté par Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré, c'est quand même un homme qui est aujourd'hui milliardaire et qui a clairement fait fortune en exploitant les ressources africaines. Exact. Donc c'est une personne qui a fait fortune en Afrique grâce aux Africains, grâce aux ressources africaines, et qui aujourd'hui a créé un empire médiatique, dont cette chaîne CNews, qui est une chaîne d'information, sur le modèle de Fox News aux États-Unis, qui est une chaîne d'extrême droite. Et qui fait la propagande parisien. Absolument. Et qui fait la propagande de l'extrême droite en permanence, parce que son but, c'est de faire élire un président ou une présidente d'extrême droite. Donc il a fait une tentative avec Éric Zemmour il y a quelques années, pour la présidentielle de 2022. Aujourd'hui, il mise sur sans doute le Rassemblement national, mais c'est de la propagande. C'est une chaîne de propagande qui propage des idées d'extrême droite, et malheureusement, ça a une incidence très forte sur l'opinion française. Mais pourquoi les Français adhèrent-ils à cette cause-là? C'est facile. En fait, c'est facile dans le sens où, si ça ne va pas pour vous, et qu'on vous dit que c'est la faute des immigrés, ou que c'est la faute des musulmans, ou que c'est la faute des autres Français non blancs, c'est facile à croire. C'est plus facile de croire ça que de voir que, par exemple, depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé. Et de dire que si elles ont doublé et que il n'y a personne en France qui peut dire que sa fortune a doublé, à part les 500 plus riches. Peut-être qu'il faut se poser la question sur la répartition des richesses, et peut-être qu'il faut se poser la question sur de quelle manière ces personnes qui sont très très fortunées contribuent pour qu'il y ait plus d'égalité. Et en fait, la facilité, c'est de dire que c'est de la faute des immigrés, et d'aller accuser les immigrés de toutes sortes de maux, alors même que la France bénéficie encore aujourd'hui de ses relations avec l'Afrique.
Je veux dire, il faut dire la réalité. La France ne serait pas ce qu'elle est si elle n'avait pas colonisé et si les entreprises françaises n'étaient pas aussi bien établies dans les pays africains, y compris au Sénégal. Donc cette question-là, pour moi, elle est fondamentale. Et malheureusement, vous l'avez évoqué, le risque de l'extrême droite en France est très très fort. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et comment lutter contre tout cela? Moi, je lutte comme je peux. En tant que journaliste, j'essaie de documenter, j'écris, je fais des films, je fais ça à mon niveau. Il y a des gens qui manifestent dans l'espace public, il y a des gens qui s'engagent politiquement aussi. On a des députés qui sont très très férocement engagés contre l'extrême droite et de manière juste. Mais on investit tous les espaces. On essaie de produire aussi d'autres récits. Et malheureusement, la réalité ne fonctionne pas toujours. Quand on dit aux gens, on leur montre des chiffres, ils refusent de les croire, ils préfèrent croire la fable que leur raconte l'extrême droite que de voir la réalité, à savoir que, et c'est mal, moi je veux pas parler des immigrés comme de chiffres, mais si on veut observer, on veut être cynique et observer les chiffres, l'immigration ne coûte rien à la France, au contraire, au contraire. Et on se pose beaucoup de questions, par exemple en France, sur la question des retraites, parce qu'en fait en France, le financement des retraites, c'est une retraite... en fait, les gens qui travaillent financent la retraite des gens qui sont aujourd'hui retraités. Et il y a beaucoup plus de personnes âgées que de personnes jeunes en France. Ça veut dire qu'on a un problème. Et la réalité, c'est que logiquement, s'il y avait plus d'immigration, en fait, on pourrait mieux financer les retraites. Mais c'est inaudible en France. Personne ne veut entendre ça. C'est-à-dire, le regard extérieur, c'est pourquoi la France a un problème d'intégration. Pourquoi? Comparé aux autres pays. Elle n'a pas de problème d'intégration. C'est-à-dire Elle a un problème de quoi? Elle a un problème de reconnaissance de qui elle est. La France, c'est quoi? La France, c'est nous. C'est-à-dire que moi, je suis française, je suis née en France. Et la France ne veut pas reconnaître ses membres à égalité. C'est ça le problème, en fait. Il n'y a pas de problème d'intégration. Je veux dire, on est des millions de musulmans, on est des millions de noirs, de personnes asiatiques, de personnes d'origine maghrébine, et on vit quotidiennement en France comme tous les Français. La question, c'est la question de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand la France montre son visage à l'extérieur, elle a du mal à se montrer telle qu'elle est. Elle peut le faire, par exemple, à l'initiative notamment de Thomas Joly, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Là, c'est la France qu'on aime, en fait, une France plurielle, telle qu'elle est réellement, mais elle ne le fait pas toujours. Et c'est ça la complication, c'est que à la cérémonie des Jeux Olympiques, on a une France qui triomphe, telle qu'elle est. Absolument, mais telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. Ces gens-là, ils écoutent ça. Et malheureusement, dans ces mêmes Jeux Olympiques, on va interdire aux athlètes musulmanes qui portent le foulard de concourir dans la même cérémonie, dans le même temps. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté de la France, c'est de s'accepter telle qu'elle est. Parce que, en réalité, qu'elle le veuille ou non, les gens comme moi existent. Nous sommes des millions, nous sommes français, nous représentons la France aussi à l'extérieur de ses frontières. Et c'est factuel. Ils ne peuvent rien faire contre ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je veux dire, où que je sois, alors effectivement, je suis sénégalaise, je suis gambienne, mais je suis aussi française. Et quand je me rends à l'étranger, je le fais aussi en tant que française. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça? Même s'il y a un Premier ministre qui pourrait pencher vers l'extrême droite. Le Premier ministre, il ne pourra que discourir. C'est-à-dire que l'identité, en fait, elle se proclame pas. Et un ministre de l'Intérieur républicain... qui est très raciste. Pardon. Voilà, de le dire clairement, Bruno Retailleau, c'est un nostalgique de la colonisation. C'est quelqu'un qui... le masque de l'extrême droite. Je ne sais même pas s'il y a un masque. En fait, c'est tellement cash, c'est tellement explicite que je ne suis pas certaine. Voilà, c'est quelqu'un qui nous explique que la colonisation, d'une certaine manière, c'était... je ne sais plus quelle était sa formule. C'était une main tendue. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit. Qui refuse de reconnaître le racisme qui est très, très ancré dans la police. Qui est un homme très sexiste aussi, hein. Je veux dire, il faut dire la vérité aussi, en tout cas qui est très opposé aux droits, en tout cas à un certain nombre de droits des femmes, qui a manifesté une opposition certaine, et qui pour moi contribue en fait à droitiser le discours public. Mais quand vous me disiez, je veux dire, même si le Rassemblement national est élu, ce que je ne souhaite pas, ça n'effacera pas les gens qui existent. C'est possible. Oui, mais en fait, on existe quand même. Je veux dire, qu'ils soient élus ou non, nous existons. Les gens existent, et je veux dire, il y a moi, il y a plusieurs générations après moi qui sont là, qui sont françaises, qui sont de multiples confessions, de multiples origines, et qui sont présentes et n'y peuvent rien. C'est ça, en fait. Et que l'identité de la France, en fait, elle est mêlée à celle du reste du monde, et elle est aussi
comment dire, elle est aussi mue par son passé colonial et par son présent colonial, parce qu'on peut parler de la France, on peut parler de ses outre-mer, et de la manière dont les outre-mer sont maltraités, c'est une vraie question aussi, c'est un vrai sujet. Troisième combat, on en a évoqué deux, féminicides et il y a la question du racisme. Parlons un peu de la question du voile, vous l'évoquez tout à l'heure. Pourquoi la question du voile est devenue une question religieuse, une question islamique? Bah, en tout cas, en France, c'est plutôt une question politique, c'est-à-dire que Liée à l'islam. liée à l'islam, mais liée au rejet de l'islam. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes musulmans français, ou plus ou moins jeunes, sont peut-être plus visiblement musulmans que les générations précédentes, et il y a peut-être une pratique religieuse qui est plus forte, mais dans un contexte de stigmatisation. C'est-à-dire qu'être musulman, musulmane en France aujourd'hui, c'est sans cesse recevoir des discours publics hostiles. C'est vivre aussi le régime de la suspicion, c'est-à-dire que le nombre de personnalités publiques musulmanes qui ont été accusées d'appartenir aux frères musulmans, d'être des extrémistes, j'en fais partie, hein, moi-même j'ai été accusée, j'ai été accusée d'être une terroriste. Donc, d'avoir influencé les terroristes qui ont tué les gens de Charlie Hebdo. Ça a été dit, mais dans une émission, hein, vous pouvez la retrouver, la personne l'a dit devant moi. Donc, c'est ça en fait, c'est que la suspicion est permanente et elle va au point qu'une personne comme moi, qui suis musulmane, peut être accusée sans que ça ait de conséquences, en fait. J'ai porté plainte contre la personne, il a été relaxé. Donc la question du foulard des femmes musulmanes en France, et surtout de son refus, c'est pour moi la traduction de la volonté d'invisibiliser les musulmans. Il y a un chercheur qui s'appelle Hamza Esmini, qui travaille notamment sur l'islamophobie et qui explique que les musulmans et musulmanes sont très présents dans toutes les sphères de la France, dans toutes les sphères, travail, ils sont médecins, ils sont profs, enfin vraiment, il y a des musulmans, il y en a partout. Et ce qu'on reproche aux musulmans, finalement, c'est de ne pas être devenus invisibles. C'est-à-dire que même en étant très, très insérés dans toutes les sphères de la société, il et elle restent musulmans et musulmanes. Et c'est ça qu'on leur reproche, en fait. Parce que ce que voudrait la France, c'est une assimilation totale et une invisibilisation de la culture d'origine. Qui, pour moi, Et une laïcité partielle. C'est pas une vraie laïcité, parce qu'en réalité, c'est c'est ça. Pour moi, c'est une laïcité sélective. Totalement, et puis fausse, parce que la laïcité, ce qu'elle enjoint, c'est la neutralité de l'État et de ses agents. Mais en tant que citoyen, on n'a pas à être neutre. Cette laïcité, en fait, elle a été reformulée pour s'imposer à des gens qui n'ont pas vocation à présenter des signes de neutralité. Normalement, c'est l'État qui est neutre. Si vous êtes usager d'un service public, en théorie, vous n'avez pas à être neutre. Ça a été transformé, en fait, dans les années 2000. Aujourd'hui, la laïcité dont on nous parle, c'est une laïcité... c'est plus la laïcité. La réalité, c'est que c'est une forme de stigmatisation. Et alors, la loi parle de toutes les religions, mais le débat public est focalisé sur l'islam. Vous dérangez forcément. Est-ce que vous êtes exclu dans les sphères médiatiques? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'on essaie un peu de vous museler? Je dirais pas qu'on essaie de me museler dans le sens où j'ai la chance vraiment d'être assez présente dans la sphère publique et participer régulièrement à plusieurs émissions de télévision. Dans des podcasts aussi. J'ai mon podcast, effectivement, Kif Taras, que j'ai créé avec Grasly, qui sur les questions raciales. Mais le podcast, c'est très difficile. Pour l'instant, on a vraiment des difficultés à le financer. On finance sur fonds propres. Donc ça, c'est une difficulté. On n'a pas de sponsor pour l'instant. Donc ça, c'est une difficulté réelle. Quelque chose. Voilà, vous savez que c'est pas facile. Et particulièrement quand on touche à des questions un petit peu compliquées. Mais dans la sphère publique, je dirais qu'il y a toujours un stigmate, dans le sens où il y a des gens qui continuent à me considérer comme sulfureuse. Je sais qu'il y a des endroits où je ne suis toujours pas bienvenue, ça je le sais. Malgré tout, j'ai quand même cette chance de pouvoir m'exprimer publiquement dans des médias. Mais c'est très ambivalent. Voilà, il y a des gens qui peuvent me diffamer en direct, vraiment de manière très détendue. Oui, ce que je ressens, en tout cas ce que je ressens et ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme, comment dire, de méfiance qui est toujours assez présente dans certaines sphères. Et pour avoir été à plusieurs reprises impliquée dans des procès, je vois quelles accusations peuvent peser sur moi et la manière dont on essaye de me diaboliser. Et c'est le cas, et je ne suis pas la seule, hein, parce que je parlais de moi, c'est un peu facile, mais je pense à des femmes comme Assa Traoré qui luttent aujourd'hui pour qu'on reconnaisse la justice par rapport à son frère qui est mort en fait étouffé par des gendarmes. Enfin, toutes les personnes en fait
non blanches qui prennent la parole dans l'espace public, notamment contre le racisme, sont diabolisées. Vraiment. Et c'est assez systématique. Donc aujourd'hui, je dirais pas que je suis ostracisée, mais je sais que je suis diabolisée dans un certain nombre de sphères. Et les médias y contribuent largement. Oui, les médias comme CNews, c'est sûr, il y a des médias d'extrême droite, mais il y a aussi des médias qui se disent de gauche, mais qui pour moi sont vraiment très conservateurs, comme Franc-Tireur, c'est une espèce de feuille de chou abominable, mais qui pour moi est très, voilà, se nourrit des idées islamophobes et s'en prend à moi comme à d'autres, quoi. Et ça, c'est des gens qui viennent de la gauche, hein. Donc ça vient de tous les bords. On va finir par votre dernier ouvrage, hein, un dictionnaire pour clamer son amour au féminisme. Pourquoi? Alors, c'est le dictionnaire amoureux du féminisme. Effectivement, les dictionnaires amoureux, c'est une collection qui existe depuis longtemps. Il y a plein de dictionnaires amoureux sur plein de sujets. C'est le premier sujet féminin qui m'a été confié par Grégory Berthier-Saudray, qui est l'éditeur chez Plomb. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Parler dictionnaire amoureux du féminisme, c'est une manière de dire quel est mon féminisme, de quoi est composée ma galaxie féministe et comment elle est nourrie par beaucoup de joie, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et donc, ce dictionnaire amoureux du féminisme, c'est le côté positif, quoi. C'est le côté positif. Il y a des choses négatives, évidemment. Je parle de féminicide et on ne va pas forcément uniquement dans le positif, mais c'est le côté positif dans le sens où ça parle de tout ce qui a influencé mon féminisme. Donc, évidemment, il y a de la théorie, mais il y a aussi de la fiction. On évoquait Mariam Abba à l'instant, je parle d'elle. Ouais. Je parle de ma mère, évidemment. Je parle du Sénégal. Je parle de séries sénégalaises. Je parle de séries américaines. Je parle de pop culture. C'est très, très vaste. Je parle, mais aussi bien de philosophes comme Angela Davis, de personnages historiques comme Louise Michel, une révolutionnaire française extrêmement intéressante et importante. Donc, c'est une galaxie joyeuse, désordonnée, insolente. Et vraiment, pour moi, c'était important de faire ce dictionnaire amoureux parce qu'il me permettait de parler de tous ces sujets qu'on a évoqués dans un seul ouvrage. Et l'avantage d'un dictionnaire amoureux, c'est que c'est très, très gros. C'est un livre assez épais, mais on peut le picorer et le lire dans le désordre. Et du coup, c'est assez chouette. Et ça donne lieu à des super discussions. J'ai fait plein de festivals, plein de rencontres avec ce dictionnaire amoureux. Et à chaque fois, c'est très, très émouvant et très, très beau. Prochain combat, prochaine étape? Alors là, on continue le podcast Kif Taras avec Grassly. Donc, il y a des épisodes qui vont bientôt rejoindre ceux qui sont déjà publiés. Je travaille sur une bande dessinée prévue pour mars 2026, Inch'Allah. Voilà, c'est vraiment mon prochain projet. Et je travaille aussi sur un rapport sur la liberté d'expression des femmes journalistes, enfin des femmes qui s'est détérioré ces dernières années, et ça parle effectivement des femmes journalistes et des femmes politiques et des femmes activistes. Donc je pense qu'on est, on est dans ça. Et mon autre activité, c'est que j'ai créé, il y a 3 ans, une école de prise de parole en public qui s'appelle Word, et qui a pour but de démocratiser la prise de parole dans l'espace public. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun, chacune d'apprendre les clés pour avoir une prise de parole efficace. Donc c'est une formation qui a lieu régulièrement, et j'ai vraiment envie de partager ça parce que je trouve que ce sont souvent des savoirs auxquels on n'accède pas à l'école et que j'aimerais permettre à la majorité, à laquelle j'aimerais que la majorité puisse accéder. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, Rokhaya. Merci à vous, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup à Abdoulaye, image, son et réalisation. Merci beaucoup à la coordination. Elle est au féminin, oui, féminine, Adama Eva Leiti Warha, dans ce festival, le festival Jotaïdi du féminisme. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous connaissez notre secret de professionnel. Commentez, likez, partagez. À bientôt.